Oral questions, questions orales. The honorable... L'honorable député de Carleton. Alors que le nouveau variant du Royaume-Uni se propage, les Canadiens veulent se faire rassurer par la directrice de la santé. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Pour les prochains mois, nous n'allons pas faire vacciner beaucoup de Canadiens. C'est un fait, elle a raison. Nous sommes au 52e rang. 51 pays vaccinent plus vite que nous. Et 6, 7 ou 20 fois plus vite que nous. Que va dire le Premier ministre? Va-t-il maintenant nous confiner à jamais? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député pour sa question. Madame la Présidente, nous avons une approche multidimensionnelle. Nous travaillons avec les provinces et les territoires pour protéger nos communautés de toute éclosion de variants de COVID-19. En fait, nous avons annoncé 53 millions de dollars pour créer une stratégie sur les variants qui va permettre de surveiller davantage l'arrivée de ces variants au Canada. Nous travaillons avec des partenaires de la recherche et de la santé publique pour être davantage capables de détecter et de suivre les éclosions. Le député de Carleton, l'achat de vaccins est la chose la plus importante. Notre gouvernement, depuis l'achat d'armes dans la Seconde Guerre mondiale, quand le Premier ministre s'est demandé où est-ce que je devrais les acheter, il a regardé, il a dit « Ah, je sais, le pays qui détient et qui a nos Canadiens en otage. » Imaginez tous les bureaucrates qui se roulaient par terre tellement ils riaient en Chine. Mais j'ai une question très simple pour le Premier ministre. Que pensait-il lorsqu'il a gaspillé ces 100 jours de négociations avec la République populaire de Chine? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, nous avons distribué près d'1,6 million de doses de vaccins aux Canadiens. Et cette semaine, nous avons reçu une bonne nouvelle. 14 millions et demi de Canadiens seront vaccinés d'ici la fin juin. Et par la suite, tous les Canadiens qui voudront être vaccinés pourront l'être d'ici le mois de septembre. Nous avons un des portefeuilles et d'approvisionnement de vaccins les plus diversifiés au monde. Nous allons continuer de travailler avec les provinces et les territoires. Madame la Présidente, les vaccins, c'est essentiel pour la reprise économique. Tant que les gens ne sont pas vaccinés, on ne peut pas penser à un retour à l'économie normale. C'est essentiel. Et si on ne fait rien, Madame la Présidente, on s'en va dans le mur. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a conclu qu'une entreprise sur 6 risque de fermer cette année si rien ne change. Ça, Madame la Présidente, c'est 2,4 millions de personnes qui travaillent actuellement et qui risquent de perdre leur emploi. Quel est le plan du gouvernement pour maintenir les entreprises et maintenir les emplois? Honorable ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour la question. Nous avons agi depuis jour 1 de cette pandémie afin de soutenir nos PME. Comme le membre le sait très, très bien, plus de 850 000 entreprises ont reçu notre support du compte d'urgence. Nous sommes en train de payer les chèques de paye des travailleurs canadiens à travers le pays. Nous sommes là pour nos petites entreprises. Nous avions été là depuis le début et nous serons là jusqu'à la fin de cette pandémie. Le député de Louis-Saint-Laurent. Oui, Madame la Présidente, en effet, le Canada est le pays du G7 qui a le plus dépensé. Mais la réalité, c'est que le Canada, c'est le pays du G7 où le chômage est le plus élevé. Alors, Madame la Présidente, si le plan du gouvernement marchait, on n'aurait pas un taux de chômage si élevé que ça. Force est d'admettre que ça ne fonctionne pas. Et pire, Madame la Présidente, pour ce gouvernement qui se dit féministe, ce sont les femmes qui payent le plus pour ça. Augmentation du chômage de 40 % chez les femmes. Quel est le plan du gouvernement pour ramener les travailleurs à l'ouvrage? Honorable ministre. Madame la Présidente, je salue la question car elle me donne l'occasion de partager quelque chose de concret que nous pouvons tous faire pour aider les petites entreprises et les travailleurs. Permettez-moi, c'est adopter le projet de loi C-14. Permettez-moi de citer Dan Kelly.
Le projet de loi C-14 comporte des mesures importantes pour les petites entreprises. J'exhorte tous les partis à veiller à ce que ce soutien soit adopté rapidement. Madame la Présidente, c'est une chose que nous pouvons tous faire pour aider les travailleurs, les petites entreprises autour du Canada. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Alors, Madame la Présidente, j'invite le ministre des Finances, par contre, d'aller voir les 213 000 Canadiens qui ont perdu leur emploi le mois dernier pour leur dire « Regardez, là, le monsieur que je vous ai cité tantôt, là, il vous dit que ça va bien aller. » C'est pas ça la réalité, Madame la Présidente. Mais puisque la ministre veut me parler du C-14, est-ce que le gouvernement est prêt à accepter notre proposition de scinder le projet de loi C-14 pour qu'on puisse régler définitivement et immédiatement la situation des entreprises et des travailleurs? C'est ça notre proposition. Pourquoi vous l'avez dit non la première fois? L'honorable ministre. Madame la Présidente, mon honorable collègue a juste cité le FCAI et je dois alors encore souligner que la chose concrète que nous tous pouvons faire pour aider les petites entreprises autour du Canada, pour aider les travailleurs autour du Canada, c'est de voter d'adopter le projet de loi C-14. Ce n'est pas un moment pour les chicanes partisanes, c'est un moment pour s'unir, pour aider les Canadiens et Canadiennes. Honorable député de Saint-Jean. Madame la Présidente, la tentative de développer un vaccin en partenariat avec la Chine et CanSino s'est avérée un échec. Le 2 février, le Bloc québécois a demandé à la ministre de la Santé pourquoi le gouvernement avait favorisé la Chine plutôt que la capacité de production du Canada et elle a répondu, je cite, que la décision de miser sur tel ou tel candidat vaccin s'appuyait sur les conseils des experts du groupe de travail. Sauf que hier, le groupe de travail a confirmé qu'au contraire, le groupe de travail avait recommandé de ne pas aller de l'avant avec CanSino. Pourquoi est-ce que le gouvernement a défié les recommandations des experts et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'en cache? Bravo. L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Et comme la députée le sait très, très bien et comme l'ensemble des Canadiens le sait très, très bien, nous avons entamé des négociations avec bon nombre de manufacturiers de vaccins, de sorte que nous avons le portefeuille le plus diversifié du monde en matière de vaccins. 14,5 millions de Canadiens pourront être vaccinés d'ici la fin juin et l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens pourront l'être d'ici la fin septembre. C'est une excellente nouvelle, Madame la Présidente. Le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, ma question porte sur les recommandations et le fait que le gouvernement dit suivre la science. Mais les scientifiques disent publiquement que ça n'a pas été le cas avec CanSino et ça pose un gros problème de transparence. Le gouvernement dit s'être appuyé sur la science pour refuser 2 millions de dollars à un projet de vaccin québécois très avancé à l'Université de Laval. Il dit aussi s'être appuyé sur la science pour investir 54 millions dans CanSino, mais on sait maintenant que c'est faux et de la bouche même des scientifiques. Est-ce que le gouvernement va publier la recommandation d'experts qui l'a mené à stopper le vaccin québécois ou est-ce qu'on doit encore présumer que c'est une décision purement politique? Bravo! L'honorable député, ministre, secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, nous sommes évidemment guidés en tout temps. Et surtout pendant l'entièreté de cette pandémie par les experts, par les scientifiques, par nos groupes de scientifiques en matière d'immunisation et en matière de vaccins. C'est justement pour cela que nous avons abouti avec un portefeuille de vaccins très diversifié et dont un vaccin candidat québécois de Medicago et on s'en réjouit évidemment. La députée de London Fanshawe. Il y a 2 semaines, ici, j'ai parlé de mon commettant Robert Major, qui avait demandé la PCU en toute bonne foi parce qu'il était incapable de travailler à cause de ses problèmes de santé. Robert s'est fait demander par la RC de rembourser cet argent. La semaine dernière, le gouvernement a finalement cédé et a reconnu son erreur lorsqu'il avait récupéré la PCU auprès des travailleurs indépendants. Mais il refuse toujours de reconnaître son erreur en forçant les gens comme Robert à payer, à rembourser l'argent de la PCU. Nous sommes en plein milieu de la 2e vague. Les gens sont terrifiés pour leur avenir. Pourquoi le gouvernement ne va-t-il pas supprimer toute cette récupération qui est injuste? La ministre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour sa question. Quand la pandémie est arrivée, nous avons proposé la PCU. Nous avons aidé plus de 8 millions de Canadiens à nourrir leurs familles et à garder leur logement.
Nous savons que ça continue d'être une période très difficile pour bien des gens. Nous continuerons d'être là pour ceux qui ont besoin d'aide. C'est pour ça que nous permettons aux travailleurs indépendants qui ont fait la demande de la PCU par rapport à leur revenu brut de garder la prestation tant qu'ils répondent aux critères. Personne ne devra rembourser pour l'instant. Le premier ministre l'a dit. Nous allons travailler avec les Canadiens qui doivent rembourser. Nous serons souples et nous allons comprendre les circonstances des gens. Il n'y aura pas de pénalité ni d'intérêt pour tous ceux qui ont fait des erreurs en toute bonne foi. Merci, Madame la Présidente. La députée de Victoria. Madame la Présidente, les Canadiens sont fatigués d'attendre ce gouvernement, fatigués de voir les libéraux rater tous les objectifs climatiques qu'ils se sont fixés. Mais lorsque les libéraux ont finalement présenté le projet de loi sur la responsabilité climatique, non seulement était-il plein de lacunes, il a retardé la responsabilité d'une dizaine d'années, mais maintenant le gouvernement semble repousser le débat sur ce projet de loi indéfiniment. Nous avons dit que nous étions prêts à travailler de manière constructive pour améliorer ce projet de loi, pour nous assurer qu'il y avait des véritables mesures de responsabilité avant 2030. Mais maintenant, ça fait des mois, il n'y a aucun signe que cet urgent projet de loi sur le climat revienne devant la Chambre. Pourquoi le Premier ministre, encore une fois, veut-il repousser son action en faveur du climat? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour sa question. Nous sommes fiers d'être le premier gouvernement de toute l'histoire à proposer un projet de loi qui légifère la carboneutralité d'ici 2050. Nous travaillons d'arrache-pied non seulement avec les Canadiens, mais aussi avec les groupes communautaires et les partis d'opposition, dont celui de la députée, pour voir comment le projet de loi pourrait être amélioré. Et nous avons hâte de passer à travers le processus législatif ici à la Chambre et en comité pour offrir aux Canadiens le meilleur projet de loi possible. Nous savons que nous le faisons pour nos enfants et pour nos petits-enfants et nous voulons bien faire les choses. Merci, Madame la Présidente. La députée de Calgary-Nose Hill. Madame la Présidente, ce matin, le gouvernement a dévoilé une nouvelle modélisation sur la propagation des nouveaux variants. Le gouvernement dit qu'il faudra faire plus de confinement. Mais il y a une chose qui pourrait résoudre le problème, et bien c'est un vaccin. Sur CBC, John Paul Tasker a mis sur Twitter que la Dr Tam avait dit que pour les prochains mois, on n'aurait pas beaucoup de gens qui seraient vaccinés. C'était un fait. Donc avec la modélisation d'aujourd'hui, les libéraux admettent-ils que leur échec de faire vacciner les Canadiens nous a rendus plus vulnérables face aux variants et que ça va entraîner plus de confinement. L'honorable ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Les Canadiens peuvent être fiers du fait que nous avons un des portefeuilles les plus diversifiés au monde, plus de doses par habitant que n'importe où ailleurs au monde. Nous voulons faire un examen indépendant et poussé de tous les vaccins. C'est avec une certaine fierté que je dirais que nous avons envoyé 1,76 million de vaccins aux provinces et aux territoires. Nous sommes sur la bonne voie pour que chaque Canadien qui veut se faire vacciner puisse l'être d'ici septembre. Nous allons continuer de protéger les Canadiens. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Je crois que le député vient de dire qu'il était fier du fait que la modélisation montre que notre pays va connaître une propagation rapide des variants et qu'on va avoir plus de confinement. Et que la directrice de l'Agence de santé publique a dit que pour les prochains mois, nous n'allions pas avoir beaucoup de gens qui se feront vacciner. Ça, c'est un fait. Un portefeuille, ça ne signifie pas que les vaccins sont ici aujourd'hui. Le gouvernement nous a placés dans une situation difficile. La modélisation risque d'entraîner plus de confinement, plus de perte d'emploi et plus de perte de vie. C'est fou. Le gouvernement va-t-il admettre son échec et va-t-il nous dire ce qu'il fait pour résoudre ce problème? L'honorable ministre. Merci encore une fois, Madame la Présidente. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons une démarche multidimensionnelle pour assurer la sécurité des Canadiens. Depuis le début, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour protéger nos communautés de ces nouvelles éclosions de variants. Et nous avons annoncé 53 millions de dollars pour créer une stratégie sur les variants qui accroît notre stratégie de surveillance. Nous allons travailler avec les experts et les chercheurs pour pouvoir détecter, suivre et faire face aux éclosions de variants au Canada. Le député de Chicoutimi. Madame la Présidente, aujourd'hui marque le début d'une campagne publicitaire des transformateurs laitiers de volailles et d'œufs. Ça fait depuis 2015 que ces groupes-là attendent des compensations du gouvernement suite à l'entente de libre-échange avec l'Europe et le Transpacifique. Les libéraux ont eu 6 ans, Madame la Présidente, pour livrer la marchandise. Et ils ne le font pas malgré leurs promesses.
Le gouvernement doit verser les compensations promises à nos transformateurs locaux. Qu'attendent-ils pour agir? The Honourable Minister. Le ministre. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Les éleveurs de volailles et les producteurs d'œufs jouent un rôle crucial pour assurer le dynamisme économique de nos communautés. Nous avons annoncé qu'1,1 milliard de dédommagements seront livrés sur 3 ans. Pour tous les producteurs, nous avons annoncé aussi 691 millions pour un programme sur 10 ans. Nous serons toujours là pour défendre la gestion de l'offre et nous ne ferons plus de concessions sur l'accès au marché. Merci. Timmy. Madame la Présidente, à la place du gouvernement libéral, je serais gêné de répéter la même chose semaine après semaine. Je me demande d'ailleurs s'ils croient eux-mêmes à ce qu'ils disent. Le nouvel accord libre-échange du Canada, États-Unis, Mexique a été signé l'an passé. Combien de temps que ça va prendre pour ces compensations-là quand on sait qu'ils attendent après les 2 autres? Nos transformateurs locaux ferment, les entreprises familiales se perdent. Qu'attend le gouvernement pour agir? The Honourable Parliamentary Secretary. Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je remercie, Madame la Présidente, je remercie le député de sa question. On a promis de dédommager les secteurs de la gestion de l'offre. C'est ce que nous avons fait pour le secteur laitier, par exemple. Ça représente 38 000 chaque année pour le propriétaire d'une ferme laitière. Pour le secteur des poulets, des œufs d'incubation et de poulets à griller, c'est un autre niveau de dédommagement. Nous serons là toujours pour protéger nos éleveurs et nous ferons plus de concessions à l'accès au marché. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Madame la Présidente, au début de la semaine, l'ARC a suspendu plus de 100 000 comptes de contribuables après avoir appris que leur identifiant de connexion avait été trouvé sur Internet. Les particuliers ont été informés que pour débloquer leur compte, il fallait contacter l'ARC. Malheureusement, ils se sont aperçus, comme bien d'autres, qu'il était très difficile de contacter l'ARC. C'est problématique pour bien des gens puisqu'ils comptent sur l'ARC pour déclarer leurs impôts ou demander leurs prestations d'urgence. Que va faire la ministre pour que les Canadiens ne soient pas lésés par les actions de l'ARC? Madame la Présidente, la protection des Canadiens et de leur renseignement personnel est une priorité pour l'ARC. Les personnes qui ont peut-être reçu un avis de l'ARC indiquant que leur adresse courriel avait été enlevée de leur compte. Cette mesure a été prise proactivement comme précaution. Je tiens à être clair, il n'y a pas eu de bris de système de l'ARC. Les personnes touchées devraient recevoir une lettre par courrier, par la poste, pour suivre les instructions pour débloquer leur compte. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Eh bien, je crois que ça ne suffit pas. De 100 000 Canadiens ont vu leur information exposée sur Internet. Ce n'était pas à cause de l'ARC, mais la chaîne n'est aussi forte que par rapport à ces maillons les plus faibles. Ça fait 2 fois que ça arrive qu'il y a eu des comptes qui ont été piratés. Que va faire le gouvernement pour assurer la sécurité des comptes des Canadiens? Le secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, comme je l'ai indiqué il y a une seconde, l'ARC a pour priorité de protéger les renseignements personnels et les données de tous les Canadiens sur les systèmes de l'ARC. Il n'y a pas eu de violation du réseau ou de bris d'informations. Nous allons travailler avec les Canadiens pour qu'ils puissent avoir accès à leurs comptes de manière sécuritaire. Merci. Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Le 2 février dernier, à propos des vaccins, j'ai demandé en comité parlementaire à la ministre de la Santé pourquoi le gouvernement avait d'abord favorisé la Chine plutôt que la capacité de production du Canada. Elle m'a répondu que la décision s'appuyait sur des conseils des experts du groupe de travail. Or, hier, le secrétaire de ce groupe de travail sur les vaccins, M. Roger Scott-Douglas, m'a répondu que le groupe avait recommandé le contraire. Je vais donc reposer ma question parce qu'elle demeure très pertinente, sachant que le Canada est le seul pays du G7 à ne pas produire de vaccin contre la COVID-19. Pourquoi le gouvernement a d'abord favorisé la Chine plutôt que la production? L'honorable ministre. Madame la Présidente, ce que le Canada a favorisé, c'était l'accès à des vaccins et ce, le plus rapidement possible. C'est pour cela que nous avons agi rapidement et guidés par les experts et scientifiques pour assembler le meilleur portefeuille de candidats vaccins
dans le monde entier. Et grâce à cette stratégie, d'ici la fin juin, nous pourrons vacciner 14,5 Canadiens et l'ensemble de la population canadienne d'ici la fin septembre. C'est une très, très bonne nouvelle, Madame la Présidente. Le député de Abitibi-Témiscamingue. J'ai hâte d'avoir mes 10 doses à moi, Madame la Présidente. La réalité, c'est que je n'aurai pas un avant longtemps. Le Royaume-Uni a fait une approche différente. En début de crise, il a renforcé sa capacité de production. Il a réuni un consortium d'experts pour développer ensemble un vaccin bien avant la fin juin. Ils ont produit localement et ils vaccinent actuellement massivement leur production. Le Canada a choisi, malgré l'avis de ses experts, de se tourner vers la Chine. Ça a échoué. Pourquoi le gouvernement a tout mis ses paniers dans l'approvisionnement à l'étranger? Pourquoi ne pas avoir mené un effort en parallèle ici, Madame la Présidente? L'honorable secrétaire parlementaire. Madam Speaker. Madame la Présidente, permettez-moi de rassurer le député. Depuis le début de la pandémie, nous avons mis en place une stratégie très agressive. Toutefois, j'aimerais faire remarquer à notre collègue que ce n'est pas ce que le groupe de travail a dit hier, et je cite, voilà ce qu'il a été dit. Je crois que, Madame la Présidente, avec tout le respect, CanSino n'était pas au cœur de la stratégie canadienne. Loin de là, c'était une démarche beaucoup plus équilibrée, et je crois qu'il faudrait continuer de se laisser guider par ce qui a été dit par le secrétaire. Merci. La députée de Calgary-Midnapore. Madame la Présidente, on l'a vu encore une fois dans le Globe and Mail lundi, le gouvernement est enfin prêt à dévoiler un plan pour le secteur aérien. Mais nous avons déjà été déçus par le passé. C'était la même histoire dans Reuters en décembre. Les négociations n'ont commencé qu'en novembre. Pourquoi des dizaines de milliers de travailleurs du secteur aérien qui n'ont pas de travail depuis 1 an devraient croire le gouvernement cette fois-ci? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue qui m'a invitée hier au Comité des transports et de l'infrastructure, où nous avons passé pas mal de temps à parler de la nécessité et de l'importance d'appuyer notre secteur aérien. Je tiens à la rassurer et à rassurer tous les Canadiens qui nous regardent. Nous voulons appuyer un secteur des compagnies aériennes résilients. Nous sommes en plein milieu de négociations avec le secteur des lignes aériennes. Nous espérons faire avancer ces négociations le plus rapidement possible, Madame la Présidente. La députée de Calgary-Midnapore. Eh bien, Madame la Présidente, le ministre a raison. Il a comparu hier devant le comité et malheureusement, il s'est trompé encore une fois quand il a parlé de l'achat de billets pour aller dans des destinations ensoleillées. Il a dit que les transporteurs américains pourraient vendre plusieurs billets aux Canadiens pour aller au soleil, alors qu'ils n'ont besoin que d'un seul billet. Pourquoi ne se renseigne-t-il pas mieux? Quand va-t-il résoudre ce problème? L'honorable ministre. Madame la Présidente, écoutez, je crois que notre collègue a besoin, elle, de mieux se renseigner. J'ai dit plusieurs voyages. Je tiens à être clair. Nous demandons à tous les Canadiens de suspendre leurs voyages discrétionnaires et qui ne sont pas nécessaires. Dès cette semaine, tous les Canadiens qui reviennent de l'étranger, d'abord, devront faire un test avant de monter dans l'avion et une fois qu'ils arriveront dans un des 4 grands aéroports, ils devront passer jusqu'à 3 jours dans un établissement du gouvernement. Le député de Calgary-Rocky Ridge. Madame la Présidente, pendant des mois, les partis d'opposition ont posé des questions sur les petites entreprises qui étaient passées à travers les mailles du filet des programmes de soutien, surtout les nouvelles entreprises. Le gouvernement a dit ne vous en faites pas, ils seront admissibles au fonds et au nouveau compte, mais les critères sont toujours les mêmes et ces entreprises ne sont pas couvertes. Combien de prêts ont été accordés à ces nouvelles entreprises? Ou ce fonds, tout simplement, n'atteint-il pas les objectifs visés? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le député de sa question. C'est une question qui tombe à point nommé. Le ministre des Petites Entreprises, le ministre des Finances sont en train de travailler sur cette question. Nous avons créé de nombreux programmes et nous voulons aussi que le fonds de relance régionale soit là pour les entreprises qui sont tombées entre les mailles du filet. Les nouvelles entreprises sont dans une situation bien spéciale. Certaines s'en sortent bien parce qu'elles ont été créées en réponse à la COVID, alors que d'autres ont vraiment besoin de notre aide. Nous travaillons sur des critères
qui feront en sorte que l'argent dépensé, l'argent des contribuables sera dépensé à bon escient. Madame la Présidente, pensez-vous qu'il est normal que les Canadiens doivent attendre des semaines, voire des mois, pour obtenir une réponse de l'ARC? La saison des impôts est arrivée et de nombreux Canadiens se sentent anxieux et stressés. Plus de 400 000 lettres ont été envoyées aux Canadiens par l'ARC. L'ARC a seulement récemment embauché 2000 nouveaux employés pour ses centres d'appel. Comme d'habitude, le premier ministre est en retard pour réagir. Quand ces employés seront-ils pleinement formés et entreront en fonction? Et le premier ministre pense-t-il que cela suffira pour faire face à la hausse importante du nombre d'appels? L'honorable ministre. Thank you. Merci, Madame la Présidente. L'ARC est prête. On sait que la saison de l'impôt sera vraiment spéciale cette année, surtout pour 9 millions de Canadiens qui ont touché la PCU et qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Nous avons embauché, nous sommes en train d'embaucher 2000 agents de centres d'appel supplémentaires. Nous avons reçu plus d'1 million d'appels en une semaine par rapport à 7 ou 800 000 par le passé. Nous serons là pour les Canadiens. Merci. South Okanagan West. L'honorable député d'Okanagan Sud, Kootenay-Ouest. Madame la Présidente, de nombreuses femmes ont contacté mon bureau en se plaignant que l'ARC et Service Canada les pénalisent lorsqu'elles fuient un partenaire violent. Une femme a fui une relation violente de 30 ans et a obtenu une ordonnance contre son conjoint, mais on lui a dit qu'elle devait attendre 90 jours avant que ses prestations soient modifiées pour refléter son statut de célibataire. Si son partenaire allait en prison, le changement serait automatique. Les difficultés financières sont l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes restent dans des relations violentes. Quand ce gouvernement va-t-il éliminer cet obstacle en supprimant cette période d'attente inutile de 90 jours? L'honorable ministre. Madam Speaker, Madame la Présidente, mon collègue soulève une question très importante en cette Chambre. Rien ne garde les femmes dans la pauvreté comme la violence. Nous allons faire un suivi par rapport au sujet qu'elle vient de soulever. L'honorable député de Skeena-Balkley Valley. Madame la Présidente, Air Canada dit qu'aucun remboursement ne sera fait sans plan de sauvetage, mais le gouvernement affirme qu'il n'y aura pas de plan de sauvetage sans remboursement. Un an après le début de la pandémie, ce gouvernement a permis à des millions de dollars en remboursement de devenir monnaie d'échange. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont tous trouvé un moyen d'imposer des remboursements. Pourquoi d'autres pays sont-ils mieux préparés à protéger les droits des passagers que ce gouvernement? L'honorable ministre. Madame la Présidente, encore une fois, je tiens à remercier mon collègue pour sa question. Encore une fois, c'est un sujet que nous avons soulevé hier au comité. Je tiens à rassurer mon collègue que nous sommes en négociation avec les grands transporteurs aériens. La question des remboursements pour les Canadiens qui ont dû annuler leur voyage sans que ce soit de leur faute est sur la table des négociations. Donc, je tiens à rassurer les Canadiens que c'est un aspect important de nos discussions. De Brome-Missisquoi. Madame la Présidente, j'aimerais faire une référence à une citation récente de Jan Rimmer, ancienne mairesse et maintenant directrice générale d'un conseil provincial de foyers pour femmes. La législation proposée est un pas dans la bonne direction. Nous voyons des femmes être menacées avec une arme à feu et c'est l'une des principales, sinon la principale cause de décès des femmes dans des relations abusives. Un meilleur contrôle ne prive personne de ses droits, mais il protège le droit à la sécurité des femmes. Ici au Québec, les citoyens ont été témoins d'actes de violence traumatisants à l'égard des femmes. L'honorable ministre. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, et je veux remercier ma collègue de Brome-Missisquoi pour sa question. Je sais que c'est un enjeu qui lui tient tout particulièrement à cœur et je pense qu'on peut dire sans se tromper que jamais un gouvernement n'en a fait autant pour mieux contrôler les armes à feu au Canada. D'abord avec C-71 pour vérifier les antécédents. Ensuite, avec la prohibition le 1er mai dernier de 1500 modèles d'armes d'assaut de style militaire. Et le renforcement de cette prohibition-là cette semaine avec le projet de loi C-21, qui est aussi venu introduire des lois de type drapeau rouge, drapeau jaune, qui permettent de retirer des armes et de limiter l'accès aux armes à des gens qui posent un danger pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Ça vise directement à contrer la violence faite aux femmes, la violence conjugale. Et ça a été applaudi par l'Association canadienne des chefs de police, par la Coalition des médecins pour un... L'honorable député de Central Okanagan, Similkameen-Nicolas. Madame la Présidente, une petite entreprise d'ici Ottawa se fait dire par Parc Canada qu'il est inadmissible pour le programme de subvention de 75 % du loyer puisque leur loyer est considéré comme un loyer
annuel. Mais bon, la ministre sait très bien que 6 mois et 1 an, ce sont 2 choses différentes. Ce gouvernement aime se féliciter, mais ensuite fait fi des gens qui ont réellement besoin d'aide. Pourquoi Parc Canada utilise-t-il l'étape ridicule de considérer un loyer de 6 mois comme un loyer annuel? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je suis ravi que l'honorable député se préoccupe, comme moi, des petites entreprises canadiennes. Nous continuons de lutter contre la COVID et ces petites entreprises ont besoin de notre aide. Et c'est pourquoi j'aimerais demander à l'honorable député et à tous ses collègues conservateurs de se joindre à nous pour faire adopter le projet de loi C-14. Dan Kelly, le président de la Fédération des petites entreprises, nous demande d'adopter C-14. Il dit son association demande à tous les partis d'adopter le projet de loi. L'honorable député de Kelowna Lake Country. Madame la Présidente, de nombreux anciens combattants de ma circonscription sont venus me voir pour me faire part de retards importants de la part du ministère des Anciens combattants. Une demande de prestation d'invalidité d'un ancien combattant a été présentée il y a 4 ans et n'a toujours pas été traitée. La demande d'un autre fait l'objet d'un examen ministériel depuis 2019. Ces retards sont déraisonnables et inacceptables. Pourquoi le ministre fait-il attendre nos vétérans jusqu'à 4 ans avant de traiter leur demande de prestation d'invalidité? L'honorable ministre. The Honourable Minister. L'honorable ministre. Thank you, Madam Speaker, for the opportunity. Merci, Madame la Présidente. Je suis ravi de répondre à la question de mon collègue. Près de 200 millions de dollars ont été investis pour embaucher du nouveau personnel et accélérer le processus de traitement des demandes pour que les anciens combattants voient leurs demandes être approuvées plus rapidement. Les anciens combattants doivent recevoir leurs prestations rapidement et l'arriéré est inacceptable. Il s'agit de ma priorité absolue et nous allons faire tout en notre pouvoir pour faire en sorte que nous nous attaquions à cet arriéré et le réglions le plus vite possible. L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Madame la Présidente, ce gouvernement a pulvérisé les records en matière de déficit et de dette. Cependant, en ce qui concerne les emplois, ce gouvernement obtient une note d'échec. Le Canada a perdu près de 300 000 emplois en décembre et en janvier. Le Canada a le taux de chômage le plus élevé du G7, 50 % au-dessus de la moyenne du G7. Donc, pour toute cette dette et tous ces déficits, où sont les emplois? L'honorable ministre. Madame la Présidente, le Canada a retrouvé 71 % des emplois perdus pendant la pandémie. Et cela se compare à seulement 56 % qui ont été recouvrés aux États-Unis et aujourd'hui, le Canada a un taux de participation à la main-d'œuvre plus élevé que l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la Corée du Sud. En janvier, pendant le confinement, les heures travaillées totales au Canada ont augmenté. Les Canadiens sont résilients et ils font ce qu'il faut pour que le Canada retourne au travail. L'honorable député de Mission-Mascouy-Fraser Canyon. Madame la Présidente, le dernier programme de logement des libéraux a donné 1,5 milliard de dollars aux grandes villes, mais a laissé le reste du Canada en concurrence. Le gouvernement dit que ces décisions étaient axées sur les données. Or, nous avons appris en comité que la SCHL n'a aucune façon d'évaluer l'itinérance dans les petites communautés éloignées. Pourquoi le Canada, ou pourquoi le gouvernement tourne-t-il le dos aux besoins de logement des régions rurales du Canada? L'honorable ministre. Madame la Présidente, c'est l'inverse. Nous avons investi 1 milliard de dollars dans les collectivités qui en avaient le plus besoin pour aider les Canadiens les plus vulnérables à se trouver un logement pendant cette pandémie, pendant la crise du logement. Mais je rappelle à l'honorable député conservateur que la politique que son gouvernement avait mise en place demandait que l'argent ne soit pas dépensé pour aider les personnes itinérantes avant qu'ils soient à la rue pendant 6 mois, que ce soit dans les communautés urbaines, rurales ou autochtones. Cela voulait dire qu'un jeune pouvait se retrouver à la rue pendant 6 mois avant d'obtenir de l'aide. Je ne prendrai aucune leçon de la part des conservateurs. La Présidente,
le Québec entier a demandé au gouvernement libéral d'assujettir les entreprises de compétences fédérales à la loi 101. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on annonce aujourd'hui. La solution de la ministre, c'est d'assujettir les entreprises à sa loi sur les langues officielles, pas à la loi 101. En d'autres mots, on veut étendre le modèle Air Canada aux autres. On prend Air Canada, le champion, toute catégorie des plaintes, et on en fait un exemple. Pourquoi le gouvernement ne soumet-il pas les entreprises de compétences fédérales à la loi 101? Ça n'a pas de bon sens. L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente, et je remercie mon collègue pour sa question. En fait, tous les Québécois ont le droit de pouvoir travailler et de se faire servir en français, et c'est exactement ce qu'on propose, Madame la Présidente. Et comme on respecte nos champs de compétences, on agit dans les limites de notre juridiction. Le gouvernement du Canada a un rôle à jouer dans la protection des communautés de langues officielles en situation minoritaire, et ça va se faire en bonne collaboration avec les provinces et les territoires. Honorable député de la Pointe-de-l'Île. Madame la Présidente, on ne respecte pas les compétences fédérales. Le fédéral envahit les compétences québécoises. Il faut que la loi 101 s'applique aux entreprises de compétences fédérales. C'est ça que le Québec demande. Le Québec veut que les entreprises du Québec se soumettent à la loi du Québec sur le territoire du Québec. Ce que les libéraux proposent, c'est de les soumettre au commissaire des langues officielles, qui n'a même pas le pouvoir de donner des petites tapes aux récalcitrants. Quand est-ce que le gouvernement va respecter les demandes du Québec et appliquer la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales? Oui! L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Et je me demande pourquoi ce ton de la part de mon collègue, parce que s'il y a quelque chose qu'on partage, c'est bien l'amour de la langue française. Et aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on dépose une réforme ambitieuse, une réforme qui va nous permettre de faire avancer les choses avec de belles mesures. Et c'est une grosse partie de notre plan de match pour mieux protéger le français au pays, pour renforcer le poids du français et augmenter le taux de bilinguisme au Canada. L'honorable député de Cypress Hills Grasslands. Cypress Hills Grasslands. L'honorable député. Madame la Présidente, il y a une chose sur laquelle les Canadiens peuvent compter. Lorsqu'il est en proie à un scandale, le gouvernement libéral utilise les propriétaires d'armes à feu respectueux des lois comme cible pour créer une diversion. Ils ont dépensé des milliards sur un registre des armes à feu qui a été un échec total. Et aujourd'hui, cette fois-ci, les libéraux s'attaquent encore une fois aux propriétaires d'armes à feu. Quand le gouvernement va-t-il cesser de les harceler et s'attaquer plutôt aux criminels? L'honorable ministre. Et je tiens à rassurer tous les chasseurs, fermiers, les tireurs sportifs. Ils ne sont en aucun cas visés. Ils ont tout notre respect. Au contraire, Madame la Présidente, notre projet de loi vise, entre autres, les criminels, ceux qui s'engagent dans la contrebande, dans le trafic des armes à feu. C'est d'ailleurs l'Association canadienne des chefs de police qui a exprimé, appuyé sans réserve tous les efforts qui visent à renforcer le contrôle aux frontières et imposer des peines plus sévères pour lutter contre la contrebande et le trafic d'armes à feu. C'est précisément ce qu'on fait avec C-21, en plus de plusieurs autres mesures qui vont renforcer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. L'honorable député de Markham Unionville. Madame Speaker. Madame la Présidente, vous m'entendez? Madame la Présidente, il y avait un projet de loi qui aurait abordé la violence par arme à feu dans la région du Grand Toronto. C'était mon projet de loi, C-238, contre lequel les libéraux ont honteusement voté. Après 5 ans d'immobilisme, les libéraux ont présenté un projet de loi sur les armes à feu qui ne rendra pas du tout la région du Grand Toronto plus sûre. Madame la Présidente, comment le ministre peut-il défendre le projet de loi C-21? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le projet de loi 21 est une étape très importante pour un meilleur contrôle des armes à feu, entre autres dans nos municipalités. Ça répond à un engagement qu'on avait pris durant la dernière campagne électorale de donner plus de pouvoir aux municipalités pour interdire sur leur territoire l'entreposage, par exemple, des armes de poing. C'est une solution qu'on a mis de l'avant et qui est applaudie non seulement par l'Association canadienne des chefs de police, mais aussi par la Coalition des médecins pour réduire la violence des armes à feu, qui ont qualifié notre projet de loi d'exhaustive et qui allait sauver des vies. C'est notre objectif, Madame la Présidente. Honorable député de Bow River. Thank you, Madam. Merci, Madame la Présidente.
La semaine dernière, les libéraux ont fait tout en leur pouvoir pour éviter d'avoir à dévoiler les détails des contrats de vaccination qu'ils ont signés. Les libéraux ont fait de l'obstruction au comité. Ils ont ensuite voulu mettre fin au comité. D'autres pays ont rendu leurs contrats de vaccination publics. Que se trouve-t-il dans ces contrats? Qu'est-ce que les libéraux tentent de cacher aux contribuables canadiens? L'honorable ministre. Madame la Présidente, nous avons fait preuve d'une grande transparence. Nous communiquons évidemment le nombre de doses aux provinces, aux territoires et aux Canadiens. Nous rendons des comptes sur notre effort de vaccination. Un groupe indique qu'il faut respecter la nature confidentielle de ces contrats qui ont été signés de bonne foi et assurer que l'information de propriété intellectuelle et de renseignements liés aux entreprises demeure confidentielle. Madame la Présidente, c'est un fait que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités qui existaient déjà à travers le pays. En effet, elle a eu un effet dévastateur sur les groupes racisés et marginalisés qui étaient déjà parmi les plus vulnérables. Pensons par exemple aux problèmes de dépendance qui continuent de faire de nombreuses victimes à travers le Canada. Hier, le ministre de la Justice a présenté des changements importants dans le système de justice pénale. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada peut-il informer la Chambre de ces changements? Merci. L'honorable ministre. Je remercie le député de Bourassa pour son dévouement envers les Canadiens les plus vulnérables et dans la lutte contre le racisme. Nous avons écouté les Canadiennes qui nous demandent d'agir pour un système de justice plus efficace et plus juste. Nous avons présenté plusieurs mesures de lutter contre le racisme et fournirons des alternatives aux policiers afin de traiter les problèmes de drogue comme un problème de santé. Il est temps de tourner la page sur les politiques ratées des conservateurs et d'évoluer vers un système de justice qui protège vraiment nos communautés. Merci. L'honorable député de Souris Moose Mountain. L'honorable député. Madame la Présidente, récemment, au Comité des comptes publics, le sous-ministre adjoint des Finances a eu du mal à répondre lorsqu'on lui a demandé si les Canadiens devaient payer de la TPS sur la taxe sur le carbone. Pour finalement répondre que non, ils ne le font pas. C'est à la fois faux et trompeur, car un de mes électeurs, qui possède une petite entreprise de transport, a déjà payé plus de 2 500 $ de TPS sur la taxe sur le carbone depuis avril 2019. Pourquoi y a-t-il un tel écart entre ce que disent les hauts fonctionnaires du ministère des Finances et ce que vivent réellement les propriétaires de petites entreprises? L'honorable ministre. Madam Speaker. Madame la Présidente, j'aimerais remercier l'honorable député pour sa question. Et je lui répondrai que notre gouvernement est absolument dédié à aider les petites entreprises. J'aimerais vraiment que les députés du Parti conservateur se joignent à notre engagement. Nous avons des différends, mais si nous croyons tous qu'il faut aider les petites entreprises, appuyons le projet de loi C-14. Dan Kelly, hier, exhortait les députés à adopter cette loi qui offrira des mesures concrètes pour aider les petites entreprises. L'honorable député d'Edmonton-Wetaskiwin. Madame la Présidente, j'ai demandé la même question très simple, oui ou non, à 2 reprises au mois de décembre et j'ai obtenu des réponses incohérentes de la part du gouvernement. Donc, je vais tenter de nouveau. Nous importons des dizaines de millions de barils de pétrole par année au Canada en provenance de l'Arabie saoudite, du Nigeria et de l'Algérie. Oui ou non? Est-ce que ce pétrole est soumis aux mêmes réglementations d'émissions en aval et en amont que celles en provenance de la Saskatchewan, de l'Alberta et de Terre-Neuve et Labrador? Oui ou non? L'honorable ministre. Madame la Présidente, j'aimerais parler des projets qui ont déjà été approuvés au Canada. Il y en a 32 dans les sables bitumineux en Alberta qui sont prêts à aller de l'avant, qui attendent soit l'approbation provinciale ou du secteur privé. Nous avons approuvé TMX. TMX, nous l'avons même acheté pour permettre la construction. Nous aidons des milliers de travailleurs du secteur du pétrole et du gaz, un secteur qui contribue à réduire ses propres émissions. L'honorable député d'Edmonton, de Calgary-Skyview.
Madame la Présidente, au cours des 6 dernières années, l'économie de l'Alberta a été dévastée par les politiques de ce gouvernement libéral. La pandémie de la COVID-19 n'a fait qu'exacerber ces problèmes. Depuis des années, nous entendons le gouvernement dire qu'il a à cœur l'intérêt des Canadiens. Donc, ma question, Madame la Présidente, quand ce gouvernement cessera-t-il d'offrir des paroles vides aux Albertains et commencera-t-il à prendre des mesures concrètes pour protéger nos emplois? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je vais réitérer encore une fois à la Chambre que nous avons approuvé TMX et nous le construisons. 7 000 emplois. Canalisation 3, nous l'avons approuvé. 7 000 emplois de plus. NGTL, nous l'avons approuvé. Ce sont des milliers d'emplois. LNG Canada, nous le construisons. Ce sont des milliers d'emplois. Les puits orphelins et abandonnés, 1,7 milliard de dollars. Des milliers d'emplois créés. Et la subvention salariale a aidé 500 000 employés à garder leur emploi en Alberta seulement. C'est énorme, Madame la Présidente. L'honorable député de Davenport. Madame la Présidente, la pandémie a eu un impact considérable sur de nombreuses petites entreprises et le soutien de notre gouvernement fédéral par le biais de programmes tels que la Subvention canadienne d'urgence pour les loyers a été très apprécié. Toutefois, certaines nouvelles entreprises ont ouvert après le mois de mars 2020 et sont donc inadmissibles à certaines des prestations. Isabelle et Century Park Tavern, dans ma circonscription, en sont 2 exemples. La ministre peut-elle informer cette Chambre des mesures prises par notre gouvernement pour soutenir les nouvelles entreprises créées pendant la pandémie? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Je remercie ma collègue pour sa question. Elle sait bien sûr qu'il n'y a rien de plus important pour nous que d'aider les petites entreprises et les travailleurs canadiens d'un océan à l'autre. Mais il n'y a également pas de solution unique qui convienne pour tous. C'est pourquoi nous avons créé un large éventail de soutien pour aider toutes sortes de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs, notamment avec le programme régional d'aide de relance, pour aider les entreprises qui ne sont pas admissibles à d'autres programmes. Cela étant dit, nous avons organisé une réunion la semaine dernière pour trouver des solutions pour les nouvelles entreprises. L'honorable député de Vancouver-Est. Un de mes commettants gagne 5 à 7 000 $ par année en tant qu'amuseur public. Il déclare avec diligence un revenu de travail, et ce depuis 2 ans. La pandémie a entraîné une réduction marquée de ses revenus. Lorsqu'il a présenté une demande de PCR, il s'est fait dire par la RC que sa déclaration de revenus n'était pas satisfaisante. La RC veut voir des reçus ou des dépôts bancaires pour les 20-25 $ qu'il gagnait quotidiennement en pièces de monnaie en tant que musicien de rue. C'est absurde. Le gouvernement traite-t-il les actionnaires des grandes entreprises de la même manière ou est-ce seulement pour les résidents à faible revenu? Le ministre va-t-il prendre des mesures immédiates pour corriger ce traitement injuste? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Notre gouvernement a indiqué clairement depuis le début de la pandémie que nous allions toujours être là pour aider les Canadiens. La prestation canadienne de relance indique clairement qu'une personne devait gagner au moins 5 000 $ en 2019 ou au cours des 12 derniers mois d'un revenu d'emploi autonome ou de prestations comme la prestation de paternité ou de maternité. La PCR ne dépendait pas d'avoir une production de revenus d'impôts, mais la RC pouvait l'exiger pour que l'agence puisse déterminer l'admissibilité. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Fredericton. Il y a exactement 1 an aujourd'hui, nous avons fait un débat d'urgence à la Chambre sur le combat des Wet'suwet'en. 1 an plus tard, rien n'a changé. Les gardiens du territoire au Nunavut sont maintenant forcés de défendre leurs droits sur leur territoire devant le projet d'expansion de la mine Mary River. Le ministre de l'Infrastructure a dit que les investissements gouvernementaux sont presque binaires, soit ils visent à augmenter les émissions ou à les réduire. Donc, de quel côté se trouve le gouvernement? Pour ou contre la crise climatique? Pour le respect des droits des peuples autochtones, comme la Déclaration des Nations unies, ou contre? L'honorable ministre. Madame la Présidente, en 1997, la Cour suprême du Canada a encouragé les partis à entamer des négociations de bonne foi sur les droits des peuples autochtones. Cela a mené la voie pour des négociations qui ont mené à la mise en œuvre de l'accord avec les Wet'suwet'en. Nous espérons que cela mettra la table pour les prochaines négociations. Ces accords, une fois signés, seront
retourner à la nation Wet'suwet'en pour obtenir leur approbation et leur ratification. Merci, Madame la Présidente.